Moi, c'est Aurélie, j'ai 31 ans, j'habite à Châtel-Saint-Denis dans une super ferme. Un petit coin de paradis. Dans la vie, à part m'occuper de la ferme, je travaille à côté à 50% dans un atelier tisane avec des personnes en situation de handicap. Et à part ça, j'aime bien taper sur des gens avec des épées, parce que je fais de la reconstitution historique viking. Alors mon parcours, il est un peu tortueux, mais il y a toujours un fil rouge dans mon parcours. J'ai fait des études d'ingénieur en gestion de la nature à EPIA, donc la Haute École d'ingénierie d'architecture à Genève. Donc des études bien axées sur l'environnement. J'ai toujours été écolo, attirée par la nature, et du coup, moi, je voulais protéger l'environnement. En dernière année, j'ai fait une spécialisation agriculture. Tout ce qui est agricole m'intéressait déjà, et c'est aussi là-bas que j'ai découvert la permaculture au tout début de mes études. Ça a été un peu une révélation à l'époque. Ensuite, les études finies, j'ai enchaîné les stages, j'ai travaillé pour les services d'agriculture, pour des contrôles pour les surfaces de promotion à la biodiversité, notamment sur les alpages, où je faisais des contrôles de la qualité herbagère en fait. Donc le fil rouge, c'est les plantes du coup. Donc j'ai beaucoup bouffé de botanique pendant mes études, j'ai continué pendant mes stages après. Je suis partie bosser comme ouvrière agricole chez un maraîcher bio, Urskfeller à Sédeil. En parallèle, j'ai aussi fait une école d'herboristerie, l'alchimie en Valais. Finalement, de plante en plante, entre bouffer de la botanique pendant mes études, puis faire des études d'herboriste pour en apprendre plus sur les propriétés des plantes et pas sur la reconnaissance des plantes, pour ensuite faire pousser des légumes, pour ensuite bosser comme herboriste dans un atelier tisane avec des personnes en situation de handicap, pour ensuite faire pousser des légumes encore chez moi. Donc le fil rouge, c'est les plantes. Ici, on est au Cire. Donc le lieu-dit de la colline, c'est chez les Cires. Ce qui peut paraître paradoxal vu que j'ai appelé mon jardin le jardin des rennes. Le jardin des rennes, c'est parce qu'on a des vaches d'airain. En fait, c'est parti d'un délire de mon père qui a offert une vache d'airain à ma mère qui est à moitié valaisanne pour ses 50 ans. C'était il y a 15 ans. Le nom a été vite trouvé parce que, vu que je devais partager la surface avec les vaches, c'est devenu le jardin des rennes. Ça a commencé en 2017, d'abord avec des produits transformés de mon potager. Avec tous les surplus, en fait, j'avais tellement de légumes que j'ai commencé à faire des transformations, des sirops, des conserves de légumes, tout ça, que j'ai commencé à vendre sur quelques marchés artisanaux. Ok, je décide de me lancer. J'ouvre 500 mètres carrés de prairie grâce à l'aide d'un paysan du coin qui vient et qui me prépare le terrain, après que les vaches aient pâturé, évidemment. Et je commence à faire des légumes à côté de mon travail et à vendre mes légumes un peu plus sérieusement. Donc là, on est en 2018, moi j'ai 27 ans à ce moment-là. Et après, ça s'est jamais arrêté. Ça se développe chaque année. Le jardin des rennes, c'est une histoire familiale aussi parce que mes parents, ils suivent quand même un peu mon délire. Ma mère, elle m'aide beaucoup. Ce lieu, c'est la ferme familiale de mes grands-parents. Je suis en tout cas la 4e génération à vivre ici. Il y a 7 hectares autour de la ferme qui sont actuellement loués à un agriculteur du village d'à côté. Il est bientôt à la retraite et puis mon but, ça serait de reprendre une fois qu'il a la retraite. Et mon but, ça a été de faire revivre cette ferme, revivre cet endroit, lui redonner de la vie en fait. Je suis quelqu'un qui a toujours été proche de la nature, attiré par la nature. Je me suis rendu compte assez tôt des problèmes dont on parle actuellement maintenant beaucoup, le réchauffement climatique, tout ce qui était crise écologique, c'est quelque chose dont j'étais consciente très tôt en étant gamine. Du coup, je me sentais un peu en décalage avec les autres parce que justement, moi, j'avais ces craintes sur l'avenir, mais aussi cet amour déjà de la nature et de ce qui nous entoure. C'est vrai que quand t'es ado puis que toi... ton kiff, c'est d'aller observer les oiseaux le week-end avec ta longue vue. C'est pas trop le trip des autres qui pensent à sortir et boire des verres. Moi, je voulais aller observer les oiseaux. J'ai toujours été très naturaliste à vouloir apprendre les noms des choses. D'abord, ça a commencé par les oiseaux. Après, j'ai été passionnée par les fourmis aussi. J'ai fait mon travail de maturité, ma thèse de bachelor à l'école d'ingénieur sur les fourmis. Pour moi, le vivant, la nature, ça a toujours été partie prenante de ma vie. Faut savoir que j'ai quand même grandi en ville. Donc vraiment, mes parents, ils sont à Corsier-sur-Vevey, dans une petite maison qui est entourée d'immeubles. Donc
mes potes, ils me voient depuis longtemps comme la fille hyper nature, mais en fait, j'ai grandi entre deux immeubles, quoi. Mais j'ai aussi grandi entre deux ceps de vignes, parce que mon père, il avait des vignes à Chardonne, et ma mère, s'occupant de tout ce qui était du travail des vignes, j'allais avec elle à la vigne depuis petite. Donc j'ai grandi dans un environnement de nature cultivée, parce qu'on est déjà dans les vignes, c'est des cultures. Et c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée, que j'ai voulu développer, que j'ai voulu protéger, d'où les études que j'ai fait en tant qu'ingénieur en gestion de la nature. Un jour, je me suis rendu compte que ce qui faisait le plus de dégâts à notre environnement, c'était la production. Production de manière générale, que ça soit industrielle ou que ça soit agricole. Moi, je pouvais agir sur quoi? Parce que finalement, je trouvais pas de job en tant qu'ingénieur en gestion de la nature, donc je pouvais pas agir à ce niveau-là. Moi, j'ai toujours besoin de faire quelque chose qui avait un sens et qui respectait mes principes et mes valeurs, donc qui soit dans le bio, qui protège la nature, qui n'impacte pas, en tout cas pas trop négativement la nature, et qui maximise une certaine biodiversité et un certain environnement naturel. Du coup, c'est pour ça que quand je trouvais pas de travail en tant qu'ingénieur, je suis partie faire ouvrière agricole chez un maraîcher bio. Mon père, il me disait, mais pourquoi tu vas pas bosser en tant que caissière à la Migros, tu gagnerais plus. Et moi, je disais, bah oui, mais en fait, je vais péter un plomb. Je l'ai déjà fait, ça, comme job. Et je vais péter un plomb au bout de 2 mois. Tandis que là, je fais quelque chose qui a un sens. Enfin, je fais pousser de la nourriture. C'est juste la base pour moi. Enfin, ici, chaque année a son projet. Bon, le gros projet, c'était la serre qui s'est située sur 2021 et 2022. Alors, la serre, c'est la concrétisation... déjà de 4 ans de vente de légumes ici. Donc, et puis d'une gestion des plantons, parce que le but c'était de faire mes plantons moi-même. Enfin, le but ça a toujours été de faire le plus moi-même. C'est quand même parti d'une envie d'autonomie, et après c'est un peu parti en steak, et puis on s'est retrouvé, je me suis retrouvée à pousser beaucoup de trucs et à vendre des légumes. Enfin, je bossais là-dedans, donc autant le faire chez moi plutôt que le faire pour un patron, vu que j'ai la possibilité de le faire. Et la serre, je la voulais il y a déjà 4 ans, peut-être même 5 ans. Enfin, ça fait longtemps que c'est une idée là qui reste dans la tête. Et je suis à 850 mètres d'altitude, donc c'était aussi un peu obligatoire d'avoir une serre. Parce que faire pousser des tomates en plein champ ici, oui, fin août, j'ai des tomates. Début août, autrement, voilà. Puis pour faire les plantons au printemps, parce qu'il fait froid très longtemps ici. Donc la serre, ça a été un investissement, mais c'est aussi quelque chose que j'ai réussi à économiser pour me la payer. Et pour la construire, ça a été toute une histoire, parce qu'il fallait que le terrain il soit plat. Je vis sur une colline, donc les endroits plats, il n'y en a pas 36. Et même où on a l'impression que c'est plat, c'est pas plat. Donc je crois que le plus dur, ça a été le début, quand on faisait le terrassement, et que finalement, chaque fois, quand il y a le copain qui venait avec Samir et son théodolite laser, et puis qui me dit « Ah, c'est bien, t'as 3% de pente, comme tu me disais, sur la longueur. Par contre, sur la largeur, il te manque 20 cm de terre d'un côté. Tu crois avoir fini. Et là, tu te retrouves nouveau pendant encore 2 semaines à ringuer de la terre pour que tu sois à niveau et que tu puisses commencer à construire ta serre. » Donc, tout le monde disait « T'as fini ta serre ?» Et moi, j'étais là « Putain, le prochain qui me pose la question. » Non mais je l'embauche, aux travaux forcés pour le terrassement, parce que là, moi, j'en peux plus. Et j'ai même pas encore posé un putain d'arceau. Donc ça a été long, ça a été dur, j'ai été bloquée par la neige. Mais une fois qu'elle a été finie, j'ai l'impression d'être Wonder Woman, quoi. Genre, j'ai construit une serre, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Donc ça a été beaucoup de sueur, ça a été beaucoup de stress. Je me suis mis une pression incroyable, je m'en suis presque rendue malade à certaines périodes. Mais je crois que je peux être fière de moi et de ce que j'ai accompli ici. Et puis bon, de toute façon, tout ça aurait pas été possible sans quelques personnes qui m'ont énormément aidé pour la serre, dont ma maman, et aussi mon parrain et un ami qui se reconnaîtra, qui m'a énormément aidé pour la construction et qui me poussait aussi quand moi j'avais plus trop le courage, parce que je faisais ça tous les jours où j'étais pas à mon travail, et le week-end aussi, donc il n'y avait pas de pause. C'était du 7 jours sur 7, c'était hard. Il y a aussi pas mal d'animaux, donc il y a les vaches, qui ont commencé par un délire de mes parents. Moi, je me suis très vite pris au jeu parce que c'est des bêtes qui sont vachement attachantes. C'est des vaches terrain, donc on a fait beaucoup de combats de rennes. On a quelques sonnettes qu'on a rapportées des combats de rennes aussi. On a toujours eu des bonnes vaches ici. Il y a des poules, aussi des canards coureurs indiens, quelques lapins.
pour le fun. Un chien, un Apache, vous verrez après. Puis des chats. C'est déjà pas mal niveau ménagerie. Pour les légumes, je fais énormément de choses. Le but, ça a toujours été d'avoir de la diversité, tant au niveau des différentes espèces cultivées que des différentes variétés aussi. Le but, c'est de ne pas avoir des grandes quantités d'une chose, mais plein de choses différentes et d'avoir du choix pour les clients. Ce qui m'attire dans les variétés anciennes, c'est déjà, c'est une manière de sauvegarder cette biodiversité cultivée, mais aussi de faire connaître ces légumes qui sont souvent assez fun. Enfin, moi, je pense là aux aubergines que j'ai dans la serre, où il y a les aubergines normales, grosses, violettes, que tout le monde voit. Et puis, les variétés un peu spéciales qui sont blanches et violettes, plus petites, plus rondes. Des variétés allongées comme la Pink Lady, qui fait une petite aubergine très allongée. Dans mon jardin, il y a des courgettes, toujours plusieurs variétés. Des oignons bottes, oignons de garde, oignons légumes, du maïs, des haricots, des pois mange-tout, des petits pois, des betteraves, toujours plusieurs variétés, des côtes de bête, plusieurs variétés, des patates, plusieurs variétés, tout ce que tu veux comme chou. Enfin, chou rouge, chou blanc pointu, chou-fleur, brocoli, chou-pomme, bientôt des chou-kale, je vais faire des choux chinois aussi. Tout ce qui est salade, que ce soit salade tête, on va dire estivale, aussi des salades d'hiver qui vont arriver. Maintenant, avec la serre, je peux aussi faire tomates, concombres, aubergines, poivrons. Je teste les melons. J'ai même mis des patates douces dans la serre, juste dans un coin pour tester, pour voir si je pourrais en faire plus tard. En fait, il y a trop de trucs, j'arriverai jamais à me souvenir de tout, mais c'est déjà pas mal, là, je crois. En plus des légumes et de tous les animaux, vu que j'arrive pas à me concentrer sur un truc et puis j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier, j'ai toujours fait pousser des plantes aromatiques à côté. Vu que j'ai une formation d'herboriste, j'avais besoin aussi d'un truc un peu créatif et puis ça m'occupe l'hiver. J'ai commencé à faire une gamme de tisanes l'hiver passé. J'ai 5 tisanes différentes. J'ai aussi eu à sécher des plantes aromatiques pour faire des sels aux herbes, des sels aux fleurs, au niveau des produits transformés. Ça me permet de proposer des bouquets d'aromatiques à mes clients et aussi de pouvoir faire d'autres choses, même pour les sirops ou des gelées de romarin. Ça va super bien avec du fromage de chèvre. Début de mes études, je suis tombée sur la permaculture. Alors, ça a été une révélation sur le moment. Je me suis dit, c'est génial et tout. Donc, j'ai fait un certificat de permaculture, je crois en 2016. C'est drôle parce qu'un des intervenants que j'avais, que je connaissais via l'école de plantes médicinales, quand il m'a vu au cours, il m'a fait « Tu fais quoi ici? T'as pas besoin de ça en fait, toi ?» Je suis là « Ah ok !» On se connaissait déjà un peu, il savait ce que je faisais ici et encore, c'était pas du tout, j'avais pas du tout commencé le maraîchage encore. Donc j'ai commencé par connaître la permaculture via mes études. J'ai découvert l'agroécologie, l'agroforesterie, plein de ces mouvements d'agriculture écologique, d'agroécologie. C'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé, au vu de mon côté très naturaliste, de mon envie de protéger l'environnement, de faire un maximum par rapport à ça. Après, je suis vite revenue sur le fait que si je voulais produire, en bossant chez un maraîcher bio, même si c'est une entreprise familiale où je travaillais, je me suis vite rendu compte que la permaculture, c'était quelque chose de génial, mais que pour moi, c'était quelque chose dont je devais m'inspirer et pas forcément produire que dans ce mood. Après, j'ai découvert Jean-Martin Fortier, Elliot Coleman, des personnes comme ça qui font du maraîchage sur petite surface, ce qu'on appelle souvent maraîchage bio-intensif. Intensif, c'est un mode de production, on dit intensif parce qu'on réduit les écarts de culture, on essaye d'avoir un sol toujours couvert, donc en fait on va produire de manière intensive sur une petite surface, mais c'est pas intensif dans un mode d'agriculture intensive, industrielle. C'est des petites structures qui produisent beaucoup sur une petite surface.
Les grandes inspirations ces dernières années, c'est Jean-Martin Forcier, c'est Elliot Coleman, c'est des personnages comme ça qui sont sur le continent américain et qui font sur de petites surfaces de grandes choses. Alors la reconstitution historique, j'ai découvert ça en 2007 en allant aux Vues Celtiques. J'avais 16 ans. On était parti le week-end avec mon meilleur pote pour faire tout le week-end au festival et on est tombé sur ce que c'était la reconstitution historique. Moi j'ai toujours adoré l'histoire et j'ai toujours adoré aussi les pays scandinaves, déjà depuis petite. Donc à 13 ans, mes parents ils m'ont envoyé en camp au Danemark à vélo pendant 1 semaine et demie, genre bien pour se débarrasser de moi. Et moi, j'étais la plus heureuse du monde. Être pendant 1 semaine et demie au Danemark, c'était genre le rêve. Et du coup, vu que j'aime l'histoire, vu que j'aime les pays scandinaves, effectivement, la période viking m'a tout de suite attirée. On change d'époque. Pendant un week-end, on se retrouve à être dans la forêt, à porter des vêtements qu'on a cousus nous-mêmes à la main, dans des matières naturelles qu'on pouvait trouver à l'époque. Et en fait, la reconstitution historique, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment un autre moyen d'appréhender l'histoire, en plus d'être une passion. La nature, aller dans la forêt, c'est quelque chose qui m'aide à me calmer, à me recentrer. Ça me permet de prendre du temps pour moi, de faire les choses, de prendre le temps de faire les choses. Typiquement, quand on va promener tous les deux, c'est rare que je parte sans un panier, un sac de cueillette, quelque chose, parce que dès que je vois une plante qui pourrait être intéressante pour une tisane ou pour un autre projet que j'ai dans la tête au niveau des produits transformés, j'ai envie de récolter, de pouvoir, voilà. Donc c'est un moment où quand on va faire la balade du soir avec Apache, on prend le temps et on fait des petites récoltes, tout ça. C'est vrai que je suis quelqu'un qui va faire attention au cycle de la nature de manière générale, donc comme vivre avec les saisons, mais vivre avec tous les différents cycles de la nature. Pour moi, mon lien avec la nature, il est de façon forte parce que j'essaye de l'intégrer dans un peu tout ce que je fais en fait. Un conseil pour les gens qui voudraient se lancer, moi je dirais commencer petit et s'agrandir petit à petit. Pour moi, il faut qu'on aille vers une société plus écologique, plus autonome et qui fonctionne plus dans le local. En fait, je vois qu'il y a une ouverture des consciences et qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers ce genre de mode d'agriculture qui se veut durable, régénérative, vivante, en somme. En fait, ma vision du vivant, c'est une agriculture vivante. C'est soigner le vivant par le vivant, c'est essayer au lieu d'épuiser son sol, de lui apporter de la vie. Le but, c'est d'avoir aussi une agriculture à taille humaine, en fait. Donc, j'ai pas de tracteur, j'ai pas le seul outil mécanique motorisé que j'ai, c'est un motoculteur, un petit motoculteur que j'ai acheté d'occasion. Autrement, c'est que des outils manuels. Et il y a outils manuels et puis le meilleur outil que j'ai pour l'instant, c'est ces deux-là. Ça sert à gratouiller le chien, mais aussi à désherber. Pour la vente, je fonctionne actuellement avec une liste de diffusion WhatsApp. Donc chaque début de semaine, j'envoie la liste des produits que j'ai disponibles et les gens ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Il y a aussi la proposition du panier surprise de la maraîchère où c'est moi qui choisis. J'avais pas envie de commencer avec des paniers de base parce que moi ça m'embêterait en fait d'avoir des légumes que je sais pas quoi faire avec ou d'avoir trop ou comme ça vu que je suis toute seule. Je pensais un peu aux gens qui ont envie de choisir ce qu'ils veulent. Donc pour l'instant, ça fonctionne comme ça avec la liste de diffusion WhatsApp. Les gens de la région proche viennent chercher à la ferme. Donc moi, je prépare les commandes le jeudi et depuis 17h, ils peuvent venir les chercher ici. Et pour les gens qui sont plutôt sur la Riviera, Vevey, Blonay, Saint-Légier, actuellement, je livre à domicile et ça depuis, c'est la 5e année. Le but, ce serait de trouver des points de dépôt, en fait, soit chez des particuliers, soit dans un magasin ou comme ça, où les gens ils peuvent aller chercher là-bas. Comme ça, moi, je livre tout à un endroit et la tournée de livraison prend moins de temps parce qu'à la fin, là, ça me prenait beaucoup de temps l'hiver passé. Donc les gens, ils ont le choix entre les légumes qui sont disponibles et aussi les produits transformés, les œufs. Donc ça fait déjà un joli choix de produits. Le but dans le futur, ça serait de pouvoir développer un self ici.
Pour moi, maintenant, le mot-clé pour ces prochaines générations à venir, c'est la résilience. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit capable de s'adapter face aux défis environnementaux, donc que ce soit le réchauffement climatique, ce que ça va engendrer comme conséquence. Là, on voit, on a une année très sèche, donc il faut être capable de s'adapter à tout ce qui va arriver ces prochaines années, que ce soit des défis sociétaux ou des défis environnementaux. On est dans une société qui a de plus en plus besoin d'une quête de sens. C'est loin de la vision du vivant, mais j'ai la chance d'avoir une maman qui a sauvé ce patrimoine qu'on a ici. Et comme ça, je peux le faire revivre. Et puis ici, on a un endroit magnifique au niveau de la biodiversité. Il y a plein d'animaux sauvages. Avant, je voulais protéger l'environnement et maintenant, je veux protéger ce lieu. On connaît les zones à défendre. J'ai été un peu à la zone à défendre de la colline du Mormont. Mais en fait, ici, c'est ma ZAD. C'est ma zone à défendre. Moi, je défends ce lieu, je défends cette colline, je défends la biodiversité qu'il y a ici. Et le but, c'est de proposer quelque chose de différent. Finalement, on peut essayer de parler aux gens de « oui, mais il faut protéger l'environnement, il faut consommer comme ci, il faut consommer comme ça ». Mais s'il n'y a pas d'alternatives qui sont proposées, tout le monde va continuer à aller dans les grandes surfaces que je ne citerai pas. En fait, en proposant différemment, on donne la possibilité aux gens de consommer différemment. Et c'était ça le but ici.